Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, un épisode en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. J'avais envie de vous parler un petit peu des 5 piliers de la MTC. Et moi, je les appelle surtout les 5 chemins de la médecine traditionnelle chinoise. Et d'ailleurs, je pense que je vais appeler l'épisode comme ça. Parce que souvent, quand on parle de médecine chinoise, les gens pensent tout de suite à l'acupuncture. Mais en fait, il y a 4 autres chemins qui peuvent nous amener à la médecine chinoise et à tout ce qu'elle enferme, on va dire, de mystère, de manière de prendre soin, etc. Et comme moi, c'est mon premier métier et que j'avais pas fait d'épisode sur la médecine chinoise depuis un petit moment, un petit peu parce que même si c'est mon premier métier, je suis pas non plus une experte des théories en médecine traditionnelle chinoise et moi, j'ai axé plutôt ma pratique sur certains chemins justement de la MTC et pas sur d'autres. Du coup, j'étais un petit peu bloquée en termes d'inspiration pour ces épisodes centrés sur la médecine chinoise. Donc voilà, si après vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas, envoyez-les moi. Comme ça, je pourrais peut-être préparer plus d'épisodes autour de ces thèmes-là, qui sont parmi les épisodes les plus écoutés du podcast quand même. Donc, let's go, on y va. Ce que je peux vous dire, donc moi, c'est mon premier métier, la médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait 5 ans de formation directement après le bac. Pour me former, on va dire, c'est la formation un peu générale de médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait aussi d'autres formations en parallèle, en particulier le massage pédiatrique, on y viendra après pour parler du tuina. Et je me suis aussi formée à l'acupuncture esthétique avec un professeur brésilien qui a adapté les besoins un peu de l'esthétique moderne, on va dire, surtout au Brésil où ils sont très chirurgie esthétique, etc. Lui, il a adapté ça version médecine chinoise, donc c'est pas mal d'acupuncture et de massage au niveau du visage pour atténuer les rides, etc. et bien vieillir, entre guillemets. Même s'il y avait des techniques qui étaient un peu plus brésiliennes, genre les lèvres et tout. Mais ça m'a moins parlé, je vous avoue. Donc moi, c'est mon premier métier, souvent c'est comme ça que je le présente. Et aujourd'hui, ma pratique de la médecine chinoise, elle a un petit peu évolué et je pense qu'elle va continuer d'évoluer avec le temps. Et il y a certains chemins, certains piliers de la médecine chinoise vers lesquels je me tournerai plus dans quelques années, plus tard, en fonction des besoins et de ce que je vis aussi sur le moment. J'adapte beaucoup, en fait, un petit peu comme ma pratique du yoga. Ma pratique de la médecine chinoise, elle se cale un petit peu sur ma vie, en fait, sur mes besoins, sur ce que je traverse en ce moment, ma manière de travailler, ma manière d'interagir avec les autres, ma manière de partager. Et du coup, en fonction des périodes, j'ai plus ou moins mes préférences. Du coup, en médecine chinoise, on compte 5 piliers. En premier, l'acupuncture, souvent le premier qui vient en tête quand on parle de médecine traditionnelle chinoise. Il y a aussi le tuina, donc les massages traditionnels chinois, le qigong en 3. En 4, la phytothérapie chinoise spécifiquement. Et en 5, l'alimentation, la diététique chinoise. Il y en a 5, mais si vous voulez, donc là je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5, mais ils n'ont pas de... On pourrait les classer complètement autrement, hein. Souvent la phytothérapie vient en premier, ensuite on parle de l'acupuncture, après du tuina, de la diététique, et le qigong vient en dernier. En fait, c'est pas du tout une classification, c'est juste, voilà, en fait, ça dépend des écrits et des livres que vous aurez et ils peuvent être classés différemment. Mais c'est pas une hiérarchie, si vous voulez. L'acupuncture n'est pas plus valable que la phytothérapie chinoise. Le tuina n'est pas moins valable que le qigong ou voilà, ce genre de choses. Si je commence par l'acupuncture, je vais essayer de vous les décrire le plus simplement possible. Ça sera peut-être un épisode un peu plus court que ce que j'ai l'habitude de faire. L'acupuncture, c'est le premier auquel on pense en fait quand on parle de médecine chinoise. Souvent les gens pensent, c'est vraiment pour ça aussi que je vais faire cet épisode, les gens dans leur tête, acupuncture égale médecine chinoise et médecine chinoise égale acupuncture. Alors qu'en fait la médecine chinoise, et j'ai dû en parler dans de précédents épisodes, c'est tout un tas de techniques différentes. C'est juste que l'acupuncture est celle qui nous vient le plus rapidement en tête. Mais malheureusement, du coup, elle fait de l'ombre un peu à d'autres pratiques qui sont tout aussi pertinentes pour moi. L'acupuncture, elle a aussi des petites cousines, j'aime bien les appeler comme ça, tout ce qui est digipuncture. Mais ça sous-entend que du coup, ces petites cousines sont moins invasives parce qu'en acupuncture pure et dure, on travaille avec des aiguilles qui traversent la peau.
Voilà, je pense pas vous apprendre grand-chose. L'idée de l'acupuncture, c'est de stimuler les points précis le long des méridiens, que moi j'appelle aussi canaux, parce que je vous l'ai déjà dit, mais les méridiens, le fait de les appeler méridiens, déjà c'est juste la traduction de l'anglais, je crois, mais le terme de méridien, ça peut nous faire penser aussi aux méridiens en géographie ou en cartographie, qui en fait sont des lignes invisibles sur la Terre, enfin qu'on a dessiné en fait sur la Terre juste pour donner un peu des repères, si vous voulez, pouvoir faire une grille un peu quadrillée. Là où, à mon sens, les méridiens ne sont pas du tout des lignes invisibles sur le corps. Du coup, le terme de canaux, moi, dans mon école, quand j'ai été formée, on utilisait aussi beaucoup le terme de canaux parce que c'est un petit peu plus parlant. Et ça rejoint aussi tout le champ lexical un petit peu de l'acupuncture qui tourne souvent autour de l'eau et de la circulation de l'eau. Donc on a des points fleuves, on a des points rivières, des points sources, des points puits. Et c'est toujours souvent autour du champ lexical de l'eau. Et du coup, le terme de canal, de canaux, sont plus appropriés pour moi. Donc si j'utilise canaux à la place de méridien, ne m'en voulez pas. C'est vraiment ma manière c'est comme ça que je l'ai appris en fait. Et c'est resté parce que je trouve que c'est plus juste. Mais encore une fois, c'est mon regard. Donc les canaux, c'est en fait la circulation du chi dans le corps et c'est un petit peu comme une carte de métro. On a exactement les mêmes canaux à droite et à gauche et il y a différents styles d'acupuncture, ça aussi on le sait pas forcément. Mais si vous êtes adepte et que vous faites souvent des séances d'acupuncture, vous verrez des styles peut-être différents, des personnes qui vous mettent beaucoup d'aiguilles, des personnes qui en utilisent très peu, qui utilisent beaucoup d'aiguilles au niveau des extrémités, des mains, des pieds, d'autres qui en mettent aussi au niveau du crâne, d'autres qui en mettent uniquement au niveau de l'abdomen, du dos. Ça dépend beaucoup des styles, ça dépend. En Chine, pendant longtemps, il y avait un petit peu des styles d'acupuncture par famille qui étaient transmises un peu de père en fils ou un petit peu comme le yoga aussi à la base, il me semble. Qui est transmis un peu de maître à élève, de maître à disciple et ainsi de suite. Du coup, il existe aujourd'hui vraiment tout un tas de styles d'acupuncture. Moi, j'utilise très peu d'aiguilles. Honnêtement, si j'en mets 6, c'est une dinguerie. J'en mets très peu parce que je travaille aussi pas mal avec les points des extrémités. Parce que comme ça aussi, ça évite que la personne se déshabille, parce que je trouve pas ça hyper confortable pour la personne. Si c'est pas pour un massage, je trouve que c'est pas forcément justifié que la personne se déshabille, se change, etc. Donc dans un souci de confort, autant pour elle que pour moi, les techniques que j'utilise sont plutôt des techniques avec peu d'aiguilles, des aiguilles au niveau des extrémités. Et je vous le dis maintenant pour pas oublier, mais si vous faites une séance d'acupuncture qui dure moins d'une demi-heure, ou en tout cas vous avez les aiguilles moins d'une demi-heure, les aiguilles j'ai dit, les aiguilles moins d'une demi-heure, ça n'a aucun sens. On a un chi en particulier, une énergie en particulière dans le corps qui circule dans tout l'organisme, qui passe vraiment dans chaque tissu, dans chaque organe, dans chaque recoin de notre corps en une demi-heure. Je crois que c'est 28 minutes et quelques, enfin tout un truc comme ça. Du coup, on part du principe qu'il faut qu'au moment où l'aiguille est posée, il faut que ce chi ait le temps de faire tout le tour du corps pour revenir un peu au point de départ de quand on a mis l'aiguille. Et il faut que ce tour soit complet, que ce cycle soit complet pour que vous puissiez retirer les aiguilles. Une séance d'acupuncture durera minimum une demi-heure en général. Enfin, vous aurez les aiguilles minimum une demi-heure. Si c'est moins, barrez-vous, je comprends pas. Barrez-vous, c'est quelqu'un qui n'est pas formé en médecine chinoise et qui est encore moins formé en acupuncture du coup. En tout cas, c'est ma vérité et c'est comme ça que moi je l'ai appris dans mon école, mais sincèrement, je vous dis ça parce que moi ça a pu m'arriver étant enfant ou ado de faire des séances d'acupuncture qui duraient beaucoup moins que ça et même plus tard adulte. Donc voilà, juste c'est quelque chose. Si je peux ajouter ça, je sais que certains font des séances un peu à la chaîne et essaient de gagner du temps, mais du coup ça n'a aucun sens de faire moins d'une demi-heure. L'acupuncture, en gros, voilà, on met les aiguilles pour stimuler la circulation du chi, la circulation de l'énergie vitale. Et après, il y a des points, il y a des techniques différentes, etc. en fonction de ce qu'on veut traiter, entre gros guillemets.
parce que la médecine chinoise, de base, son essence n'est pas forcément et encore plus aujourd'hui, c'est pas du tout une pratique qui est curative. Alors effectivement, dans l'Antiquité, en Chine, etc., il y avait des techniques qui l'étaient. Mais aujourd'hui, la manière dont on la pratique en France, c'est plutôt, si vous voulez, la médecine chinoise, c'est presque une philosophie de vie et c'est plutôt des techniques de soins qui sont préventives et pas du tout curatives. Enfin, en tout cas, ça peut venir en soutien à d'autres traitements, mais à aucun moment vous allez soigner des pathologies avec la médecine chinoise. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, et je le dis très prudemment, mais parce que c'est aussi comme ça que moi je conçois le soin, ce sont vraiment des techniques qui vous poussent à prendre soin de vous au quotidien, à avoir une certaine hygiène de vie, qui vous poussent à mettre le plus de chances de votre côté pour avoir une vie saine, équilibrée et vraiment au point d'équilibre. On en parlait, je sais plus dans quel épisode, ça devait sûrement être autour du yin et du yang. En fait, le but en médecine chinoise, c'est d'être à une position un peu neutre, d'équilibre, de ne pas être dans l'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre, et de trouver un peu, c'est presque une vie un peu comme les moines, si vous voulez, quelque chose de très... Et après, c'est un art de vivre. Ça va au-delà du soin et des 5 piliers qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un art de vivre, c'est une gestion des émotions, une gestion de son alimentation, on va en parler, une gestion de son corps, un mouvement, le corps qu'on met en mouvement tous les jours, régulièrement, enfin, c'est une philosophie de vie. Donc, et c'est aussi basé sur voilà, tout un tas de croyances aussi un peu plus ancestrales, taoïstes, bouddhistes, etc. Il ne faut pas oublier que c'est des techniques et une médecine qui existe depuis très longtemps et qui a en fait été teintée de tout ce qu'elle a traversé en fait aussi dans l'histoire. Mais dans l'idée, voilà, une séance d'acupuncture peut être là pour vous aider à réguler le sommeil, l'anxiété, la digestion, les migraines, soulager une douleur. C'est un peu bateau en fait de vous dire tout ça, mais disons que l'acupuncture, elle peut accompagner. L'acupuncture, c'est aussi recommandé dans certains cas pendant la grossesse ou en postpartum. Il y a de plus en plus de sages-femmes qui sont formées aussi à l'acupuncture et il y a de très bons résultats, ne serait-ce que au-delà du curatif, ne serait-ce que pour détendre. Juste, si ça vous fait du bien et que ça vous détend, c'est très bien. Enfin, moi, j'ai vraiment ce côté-là, je le vois comme ça. L'idée n'est pas, comment dire, je mets aussi un petit red flag si une aiguille vous fait mal ou que quelqu'un vous fait mal en vous mettant une aiguille. Certains points peuvent être un petit peu intenses au moment de la poncture, j'entends. Au moment où on traverse la peau, mais c'est pas censé être une séance de torture à chaque fois que vous y allez. À mon sens, sinon il y a un peu un problème avec le thérapeute, un problème avec, je sais pas, peut-être la manière dont il communique aussi avec vous, la manière dont vous êtes encadré, de comment est le lieu dans lequel vous êtes pour une séance. C'est vrai qu'une séance d'acupuncture, comme c'est des petites aiguilles, ça peut être assez impressionnant. Mais il faut quand même... c'est là que le lieu est important. J'en parlais beaucoup pour le yoga, mais en fait, pour recevoir en soin, c'est tout aussi important de créer un espace qui est sécurisant, qui est doux, qui est détendant, enfin relaxant. En tout cas, voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut avoir en tête pour une séance d'acupuncture. Vous êtes censé sortir d'une séance d'acupuncture plutôt détendue. Et aussi je fais vraiment cet épisode pour que vous n'ayez plus que l'acupuncture en tête quand on parlera de médecine chinoise, parce que ça reste une technique qui est invasive, une technique qui peut faire un petit peu mal sur le moment, qui peut être un peu stressante parce qu'on se dit c'est des aiguilles. Moi du coup la médecine chinoise je mets vraiment ça de côté parce que l'acupuncture ça me parle pas du tout. Justement cet épisode il est là pour vous montrer un peu les différents chemins vers la médecine chinoise, et si l'acupuncture c'est pas votre truc, il y a encore 4 autres chemins qui sont très cool aussi. Donc voilà, si après vous voulez que j'approfondisse cette partie-là sur l'acupuncture, on pourra, mais peut-être pas dans cet épisode. Ensuite, je vais vous parler du tuina. Le tuina, c'est le massage traditionnel chinois. C'est un toucher qui est à la fois subtil et qui peut être profond, puissant. Le travail, il est le même qu'en acupuncture. On travaille sur les méridiens, on travaille sur des points en particulier. Le tuina, il a vraiment pour objectif de remettre en circulation le sang, la lymphe, le qi, de calmer peut-être des douleurs, de détendre au niveau du système nerveux. Ça peut aussi agir sur les émotions et dans tous les cas, ça reste un massage. Donc le but, c'est d'être détendu, de tonifier ce qu'il y a à tonifier. Il y a pas mal de pression, de pétrissage, de mobilisation. Moi, j'utilise aussi des ventouses, des gua sha,
un peu en complément, mais c'est des techniques, si vous voulez, les techniques de ventouse, le gua sha, tout ça pour moi ça fait partie du tuina. Tui c'est pousser et na c'est saisir. C'est un peu les 2 principes qu'on utilise le plus lors de ce massage. Moi j'en ai fait ma spécialité parce que le massage c'est très culturel chez moi. J'ai toujours été massée depuis que je suis toute petite. Ma mère adore masser, a un toucher qui est très précis et j'ai grandi en fait avec ce côté très culturel du massage. Et c'est ce qui est venu en fait, le tuina et le massage, c'est ce qui m'a amenée à faire de la médecine chinoise. Un jour, je massais ma mère et elle m'a dit: «Mais est-ce que tu regarderais pas plutôt, des écoles de médecine traditionnelle chinoise parce que tu as vraiment un truc, par rapport à ça?» Mais sincèrement, moi, j'en ai fait aujourd'hui ma spécialité, mon alternative pour les personnes qui veulent pas du tout d'aiguilles et qui ont besoin juste d'un contact concret avec le corps aussi. Parce que tu touches directement avec tes mains. À la fois, je trouve ça très intime aussi de masser. Donc j'ai amélioré aussi ma technique pour que ce soit le plus doux possible pour les personnes, qu'il n'y ait pas de gestes dégradants, de gestes gênants pour la personne qui est massée. Enfin voilà, il y a toute une technique. C'est pour moi une des plus belles portes de la médecine chinoise, un des plus beaux chemins. Le tuina, en général, quand on apprend les gestes séparément. Des uns des autres pour vraiment juste maîtriser l'aspect technique et précision un peu de chaque geste. Et ensuite, une fois qu'on connaît un peu tous ces gestes, on peut créer en fait des protocoles, créer du sur-mesure, créer de A à Z un massage, que ça soit un massage du corps, un massage que d'une jambe, du bras gauche, de la jambe droite, un massage du visage, etc. Et je trouve que cette manière de l'apprendre, elle est vraiment juste et elle permet en fait de créer un massage personnalisé de A à Z, adapté au ressenti à la fois de la personne et au ressenti de la personne qui masse. Enfin, c'est tellement puissant. Je pourrais en parler des heures, peut-être que je vous ferai un épisode uniquement sur le tuina, mais si ça vous intéresse et que vous avez envie d'approfondir cette partie-là, je le place juste là, je vais pas trop m'attarder dessus, mais moi je propose des initiations au tuina de 30 heures en général sur 4 jours. Généralement du jeudi au dimanche ou du vendredi au lundi, ça dépend des sessions. Et il me reste seulement quelques places pour les 3 prochaines sessions de cet automne. Ça se passe à Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées et on passe vraiment 4 jours à se faire masser et à apprendre à masser dans un petit groupe uniquement réservé aux femmes. Vous êtes 6 par session et tout le monde se fait masser, tout le monde masse pour vraiment ressentir le massage en fait dans les 2 sens si vous voulez. Parce que pour moi, on ne peut l'apprendre que si on le reçoit aussi. Et c'est comme ça que moi je l'ai appris aussi et que je l'ai approfondi aussi, c'est que je l'ai appris aussi à le ressentir dans mon corps. Et honnêtement, ces moments d'initiation, pour moi déjà, c'est trop bien de pouvoir transmettre cette technique que je pratique quasiment tous les jours et que je pratique vraiment intensément par période. Je vous parlais dans les épisodes précédents des saisons que je fais à l'hôtel La Voie Lactée à la Mongie. C'est principalement du tuina que je pratique aussi là-bas lors des soins et des massages qu'on propose et c'est incroyable. Donc lors de ces sessions d'initiation 30 heures, on voit à la fois le massage du corps et le massage du visage et on vous pratiquez aussi avec les gua sha. Donc chaque participante reçoit 2 gua sha en cadeau et 2 petits champignons en pierre et plein d'autres cadeaux, mais je vous laisserai vous inscrire pour les connaître et avoir la suite. Mais en tout cas, voilà, il y a 3 nouvelles sessions pour cet automne. Il y en aura peut-être une autre au printemps. Mais si vous sentez que ça vous appelle, vous m'envoyez un message et je vous envoie toutes les infos. C'est une pratique qui est incroyable et que je me régale à transmettre autant qu'à donner aussi aux personnes que je masse. Mais vraiment, lors de ces initiations, on va un petit peu plus en profondeur et je vous en dis pas plus parce que pour ça, il faut venir à l'initiation 30 heures. En numéro 3, la diététique chinoise. La diététique chinoise, c'est un petit peu toutes les règles, entre guillemets, qu'il faut suivre pour adapter son alimentation à la saison, à l'état du moment. Donc pour ça, il faut vraiment savoir bien s'écouter, voir un petit peu comment on se sent, etc. Et il y a aussi, alors c'est un peu moins présent en diététique chinoise, mais il y a aussi une question de constitution énergétique, entre gros guillemets, un petit peu comme on peut avoir
En Ayurveda, je pense aux constitutions, je crois que c'est Pitta, Vata, Kapha. Attends, j'espère que je dis pas une bêtise, attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Pitta, Vata, Kapha. En Ayurveda, il y en a 3. Mais en médecine chinoise, je sais plus exactement comment on les nomme et c'est un petit peu plus complexe parce qu'on se base sur différents paramètres, etc. Mais pour ça, il faut être vraiment spécialiste de cette diététique chinoise. Le plus important, c'est de garder en tête que la diététique en médecine chinoise, elle se base sur le fait que l'alimentation est le premier soin, le premier médicament, et que ce qu'on va mettre dans notre assiette, c'est un petit peu la manière dont on soigne le corps en premier. Et ce qu'on ingère, normalement, bon, ça tombe sous le sens, mais aujourd'hui, dans nos sociétés plus modernes, j'adore quand je dis ça, c'est un petit peu, c'est plus difficile, si vous voulez. Parce que on a des aliments hyper transformés, etc. La diététique chinoise, elle se base beaucoup sur des plats chauds, qu'est-ce qui est cuit, qu'est-ce qui est cru, qu'est-ce qu'on consomme à telle saison, qu'est-ce qu'on consomme à tel moment de l'année, qu'est-ce que tu dois consommer quand tu te sens comme ci, comme ça, etc. Il y a tout un tas, c'est assez codifié et ça nous pousse vraiment. C'est pour ça que, et je trouve que c'est le chemin de médecine chinoise qui s'accorde le plus avec le fait que ça soit un art de vivre et une philosophie de vie parce que vraiment ça nous pousse à conscientiser notre alimentation, conscientiser qu'est-ce qu'on met dans notre corps et qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on cuisine. Ça nous pousse à cuisiner, à connaître un petit peu les différents modes de cuisson, à aller vers des légumes de saison, des fruits de saison, réduire un peu tous les plats transformés, produits transformés qu'on peut consommer. Déjà, je précise aussi, c'est pas du tout une diététique qui est végétarienne ou végane. Loin de là d'ailleurs, pour l'alimentation chinoise en général et la diététique chinoise, il y a souvent des produits animaux, hein. Moi, c'est pas ce que je consomme. Mais le plus important vraiment à avoir en tête, c'est cette idée de je me base sur ce qui se passe autour de moi dans la nature. Donc je pense aux saisons, je pense à la lune, etc. Par exemple, ils évitent les crudités en hiver parce que les crudités, comme c'est du cru et que ça n'a pas été cuit ou chauffé, on part du principe que ça amène du froid au corps et s'il fait déjà froid à l'extérieur, ça va pas du tout. Et au contraire, de toute façon, c'est assez logique. On aime plutôt les crudités en été parce que justement, ça va rafraîchir notre organisme. C'est assez simpliste comme ça et je vais pas en profondeur volontairement, mais c'est un petit peu comme ça que eux le voient. Il y a aussi beaucoup cette notion du mois d'or, par exemple, après un accouchement, donc pour le postpartum. Lors du mois d'or en Chine, donc le mois d'or, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est cette période après un accouchement où la mère reste quasiment alitée avec son bébé, ou en tout cas reste en priorité avec son bébé, à faire très peu de choses et à ce que on s'occupe d'elle beaucoup, donc souvent la famille, les amis, etc. Et lors de ce mois d'or, en médecine traditionnelle chinoise, il y a des recettes tout particulièrement pour, par exemple, le jour 5 du mois d'or, il faut manger tel et tel truc, jour 10, etc. Parce que ça permettrait en tout cas au corps de se remettre de l'accouchement, de se remettre de la grossesse, d'aider la mère à reprendre des forces, de reconstruire certains tissus, d'aider la cicatrisation s'il y a des cicatrices. Enfin, il y a c'est un vrai art de vivre très codifié et en même temps qui est assez logique si on respecte les saisons, si on respecte son état, si on respecte son cycle aussi. Je pense pas mal la diététique chinoise qui peut s'adapter au cycle féminin, aux périodes où on en est, qui peut aider aussi dans des cas par exemple d'endométriose, etc. C'est hyper complet. Ça peut aussi s'ajouter à un équilibre hormonal aussi. Quand je dis ça dépend de l'état du moment, ça peut aussi beaucoup jouer avec nos hormones, etc. Et la diététique chinoise, elle a vraiment, si on l'approfondit et qu'on va creuser un peu ce côté-là, c'est à la fois logique et en même temps suffisamment précis pour que tout le monde n'arrive pas forcément à le mettre en place. Moi, la première, hein, je connais les bases et en fait, je n'en tiens absolument pas compte. En tout cas, aujourd'hui, dans mon alimentation, même si je sais que c'est la clé de bien se sentir dans son corps, de respecter son corps, d'en prendre soin, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage en tout cas à creuser un petit peu ce qui est dit en diététique chinoise, parce que peut-être que ça pourra vous inspirer soit des nouvelles recettes, soit juste se nourrir comme on se soigne un peu.
C'est un peu ça. Parce qu'on le sait très bien, avoir une bonne hygiène de vie, en tout cas, réduit certains risques de pathologies, améliore la santé, la circulation du sang, la santé cardiovasculaire, enfin un petit peu tout. Je vais pas vous refaire le topo, mais c'est cette idée et je pense que ça mérite d'être creusé. Et l'avantage de la diététique chinoise, qui est le même avantage pour le tuna, l'acupuncture, etc., et tous les autres qu'on va voir, c'est que c'est du 100% personnalisé. Ce qui conviendra pour vous ne conviendra pas forcément pour le voisin, et c'est pour ça que je vous encourage à creuser le sujet si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous appelle, parce que ça peut vraiment s'adapter un petit peu à chacun, et c'est trop intéressant, donc voilà. Allez creuser le sujet si ça vous dit. Ensuite, en 4, ce qui se rapproche un petit peu de la diététique chinoise, mais moi je fais une assez bonne différence et une grosse différence pour moi, c'est la phytothérapie chinoise, donc toutes les plantes, racines, produits animaux, etc., qui constituent la pharmacopée chinoise. Donc là, on est plus dans l'idée d'un médicament, quelque chose qu'on va prendre vraiment si l'alimentation ne suffit pas. C'est un peu ça, c'est pour ça que je les mets vraiment l'un après l'autre. C'est plus si le changement de votre alimentation ne suffit pas, alors il faudra peut-être ajouter des plantes, des racines, des bourgeons, des produits animaux, etc., dans le but vraiment de soigner quelque chose de plus spécifique. Moi, c'est la partie que je n'ai pas eu comme enseignement. C'est la partie qui m'intéressait le moins. C'est pour ça que je vais être honnête et je vais vite passer sur cette partie-là parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse et qui m'intéressait déjà de base quand je faisais ma formation. Pour moi, il y a tout un tas de choses déjà à mettre en place dans sa vie avant de devoir prendre des plantes et de devoir se soigner en phytothérapie chinoise. Parce que voilà, pour moi, c'est c'est la partie aussi, je trouve, alors peut-être que je vais dire une énorme bêtise, mais qui s'ancre le moins bien dans notre vie plus moderne. Je vais m'expliquer. Moi déjà, j'ai pas du tout voulu voir cette partie-là pendant mes études parce que déjà, j'ai été par moments soignée en phytothérapie chinoise quand j'étais ado. Et en fait, déjà, c'est dégueulasse. C'est pas bon. Souvent, ça arrive sous la forme de poudre. Et c'est des poudres qu'on doit mélanger dans de l'eau chaude, etc. Se faire un genre de, je sais pas, de mixture un petit peu et boire ça. Alors honnêtement, la plupart du temps, comme c'est souvent des plantes, des racines, etc., ça a presque un goût de terre et j'ai l'impression de boire le mélange dégueu que je faisais avec ma sœur dans le jardin avec de la boue et du foin mélangé, quoi. Donc je vous le vends pas du tout, mais parce que vraiment, sincèrement, c'est comme ça que je le vis et tout le monde vous le dira. Je pense que personne n'arrivera en vous disant la phytothérapie chinoise, c'est trop bien, c'est trop bon, etc. Non, je pense que je préfère modifier mon alimentation d'abord. Et si vraiment je suis en galère, on verra. Mais sincèrement, j'en ai eu pris souvent et ça a le goût de terre. C'est dégueu, c'est pas du tout, voilà. Ça arrive en poudre. Souvent, ça arrive directement de Chine. La Chine n'étant pas connue pour son agriculture en permaculture, son agriculture bio, son respect de normes, etc. Machin, je vais peut-être m'avancer un petit peu. Je veux pas prendre de risques, mais c'est pas connu pour ça. Et le fait que certaines plantes et racines ou produits animaux arrivent sous forme de poudre dans ma maison et que je sois obligée de juste prendre ça à l'aveugle en faisant confiance à mon thérapeute avec de l'eau chaude et mélanger ça avec une petite cuillère et rajouter un peu de miel si j'ai besoin de sucrer un peu le tout. Sucrer de la terre, je suis pas sûre que ça change quelque chose. Mais sincèrement, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu et du coup, c'est la partie un peu qui m'a moins intéressée parce que déjà, je vois mal, à moins de cultiver des plantes et que ça soit un peu une phytothérapie chinoise adaptée aux plantes et à la phytothérapie française, je veux dire, aux plantes qu'on peut trouver chez nous, aux plantes qu'on peut même cultiver dans son potager et tout, là c'est différent. Mais quand votre praticien vous commande des trucs sur des labos avec l'intermédiaire de labos chinois et que ça arrive en poudre chez vous, l'idée me dérange. Ce qui me plaisait pas non plus, c'est les produits animaux qui sont utilisés. Je trouvais que ça faisait très antique en fait, quelque chose de très un peu moyenâgeux, un peu sombre. Je suis pas sûre que de la peau de serpent ça soigne beaucoup. Je suis pas sûre que de la corne de bœuf en poudre soigne beaucoup. Enfin, peut-être que je dis une énorme bêtise et que c'est très cliché, mais en fait cette partie-là, sincèrement, à 19-20 ans, quand je me suis formée,
Et quand on en était un peu à cette partie-là, parce que j'ai commencé l'école, j'avais 18 ans, mais forcément quand on est arrivé à la partie phytothérapie, c'était quelques années plus tard, je me suis pas du tout... ça me parle pas. Ça me parle pas, c'est arrivé au même moment où je commençais moi à me poser des questions sur mon alimentation, sur les produits animaux, etc. C'est le moment où je suis devenue végétarienne. J'avais pas du tout envie de recommander aux gens de la poudre de produits animaux mélangés à de la poudre de racines, etc. Je trouvais beaucoup plus intéressant la partie un peu plus décoction, tout ce qui est décoction de gingembre, la partie un peu plus... en médecine chinoise, il n'y a pas de jus parce que justement le cru, les jus, tout ça, c'est pas hyper recommandé pour eux. Je crois que ça abîme la rate, etc. selon eux. Mais la partie un peu plus décoction, ça me plaisait plus. La décoction, c'est simplement mettre des choses dans de l'eau, porter à ébullition, faire bouillir quoi, l'eau, et après filtrer et juste boire le mélange une fois qu'il a un petit peu refroidi. Cette partie-là, tout ce qui est décoction de gingembre et tout, je pense que ça me parlait plus parce que c'est un peu plus nos recettes de grand-mère qui, moi, me parlent tout autant parce que c'est des choses que, justement, dans ma famille, on pouvait pratiquer déjà. Donc, en fait, ça rejoint un peu les techniques de nos grand-mères, quoi, nos arrière-grand-mères. Et cette partie-là me plaît, mais je vous dis, les racines en poudre qui arrivent de Chine, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je pense qu'à sourcer, c'est pas évident. Le fait que ça arrive en poudre, en fait, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Les 3/4 du temps, en plus, à l'époque. Aujourd'hui, peut-être que c'est plus du tout comme ça, mais je vous le dis comme moi je l'ai vécu. Du coup, je défonce de ouf la phytothérapie chinoise, je suis désolée. Enfin, je le défonce pas, mais voilà. Pour moi, il y a 1 milliard d'autres choses à mettre en place avant peut-être d'en arriver à boire de la racine en poudre. C'est très résumé, mais voilà. Après, à l'époque, en plus, tout était écrit en chinois, il y avait très peu d'infos écrites en anglais ou en français. Donc en fait, c'était presque une confiance aveugle, et c'est là que je me dis que c'est dingue. Une confiance aveugle envers mon praticien en médecine chinoise, c'est assez ouf. Donc je pense plutôt, et ça doit exister aujourd'hui, que des techniques un petit peu plus phytothérapie adaptées en fait aux plantes qu'on retrouve chez nous, qu'on retrouve dans nos régions, comme je vous disais, que vous pouvez cultiver dans votre potager, etc. Je trouve que cette partie-là est peut-être plus saine, et moi là m'intéresserait un peu plus aujourd'hui. Mais en tout cas, la phytothérapie chinoise telle qu'elle était pratiquée il y a 10 ans ou plus m'a pas du coup parlé au moment où moi je me suis formée, et c'est la partie qui me parle le moins. Après oui, ça peut être indiqué des décoctions pour tonifier le qi de la rate, pour calmer le shen, pour nourrir le yin du rein, etc. C'est des choses souvent c'est assez précis, mais honnêtement, à la fois, j'ai pas trouvé ça efficace, je trouvais ça pas bon à boire, et pour sourcer le truc, c'est compliqué. Donc c'est peut-être le chemin qui, moi, me parle moins, mais je sais que certains sont vraiment spécialisés là-dedans et ils en parleront sûrement beaucoup mieux que moi, et ils s'y connaîtront beaucoup mieux que moi, et je vous l'accorde. Mais voilà, c'est un petit peu... Je suis pas emballée, quoi. Voilà, je suis pas emballée, et je suis persuadée que déjà avec le tuna, l'alimentation, l'acupuncture de temps en temps et le qigong dont on va parler maintenant, je suis persuadée qu'il y a déjà des choses qui peuvent être remises en circulation autrement qu'en buvant de la terre. Désolée pour tous les phytothérapeutes en mode médecine chinoise, vraiment. Et justement, je serais hyper curieuse d'en débattre et d'avoir un retour peut-être plus actuel. Moi, je suis restée bloquée il y a 10 ans par rapport à ça, parce que vraiment, je suis restée bloquée, sincèrement. Là, le regard que je vous donne n'a pas changé depuis 10 ans, donc je sais pas si c'est une bonne chose, mais je préfère être honnête et nuancée par rapport à ça. Toute la diététique chinoise me parle beaucoup plus et me plaît beaucoup plus par rapport à ça. Je trouve que là, le côté potion et tout... Voilà, en tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler du Qigong. Le Qigong, c'est une pratique corporelle qui mêle mouvement lent, respiration, concentration et ancrage. C'est à la fois de l'exercice physique, c'est un art martial, je crois, si je vous dis pas de bêtises. C'est à la fois une méditation, un peu comme une danse. L'idée, c'est de faire circuler le qi, de renforcer les organes, de calmer le mental, de soutenir l'immunité, etc. Il y a tout un tas de techniques. Là encore,
À mon sens, le Qigong est un petit peu comme l'acupuncture. Le Qigong, on va dire, c'est une porte générale et après il y a les petites cousines, du Qigong, dont le Tai Chi, par exemple, fait partie et il me semble que le Qigong, un petit peu comme l'acupuncture, était aussi transmis un peu dans des familles ou dans des communautés. Du coup, il doit y avoir, il y a, c'est sûr même, différents styles de Qigong. Donc renseignez-vous si, vous avez envie de le pratiquer, il y a différents styles. C'est quelque chose souvent qu'on pratique, alors qu'on recommande de pratiquer seul le matin, si on a un peu ce rythme, comme on disait, un peu comme les moines, qui ont leur routine pour bien vivre et bien vieillir. Sinon, souvent le qigong peut être partagé en groupe, peut être pratiqué en groupe, un petit peu comme on pratiquerait le yoga d'ailleurs. C'est, alors en apparence, moi c'est ça qui est fou avec le qigong, moi je pratique certains exercices que j'ai appris pendant ma formation de médecine chinoise parce que c'est un petit peu ma préparation pour, ma pratique de médecine chinoise. Donc avant des massages, avant des grosses journées où je sais que je vais masser, que je vais avoir plusieurs personnes en séance et cetera. C'est vraiment ma routine avec certains gestes, certaines respirations, certains exercices pour renforcer mon corps, renforcer mon esprit aussi. J'ai un peu l'impression, d'ailleurs je crois que dans les écoles de kung-fu en Chine, ils ont une certaine pratique aussi du qigong pour voilà, tout ce travail de méditation, etc. Ça peut s'apparenter en tout cas au qigong et c'est fou parce que à chaque fois que moi je le pratique, je me dis: «Waouh, c'est tellement puissant et tout», c'est hyper, à la fois ça recentre beaucoup au niveau du mental. On sent que le corps se renforce aussi alors que pourtant en apparence, si vous croisez des personnes qui font du tai chi dans les parcs ou que vous regardez des vidéos de qigong, ça a pas du tout l'air impressionnant. On a l'impression que ça fait rien au corps, que c'est pas du tout intense et cetera et vraiment, vous vous trompez. Vous vous trompez et je vous encourage à aller plus loin et à vous renseigner vraiment sur cette pratique parce qu'en fait, c'est sous-coté de ouf et sincèrement, même moi, quand je pratique, alors que pourtant c'est des exercices que je connais depuis des années, que je pratique depuis des années, je me prends toujours une claque dans ce que je ressens dans mon corps et pourtant je fais du yoga, je pratique différents styles de yoga et cetera. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et je sais que, souvent on les met un peu en opposition, yoga, qigong, comme si on pouvait pas faire les 2. Mais sincèrement, alors moi du coup dans ma pratique du yoga et dans mes cours, il y a souvent certaines respirations de qigong que je viens ajouter à ma pratique du yoga et à mes propositions. Il y a des gestes aussi que j'ajoute par exemple à un flow de yoga. J'ajoute aussi des techniques de qigong parce que ça me parle et que je trouve que c'est approprié de ouf. Donc ça crée une pratique un peu hybride mais j'adore et justement lors des retraites de yoga, c'est vraiment quelque chose que je pouvais proposer. Lors de mes initiations de Tuina, sur les 4 jours qu'on passe ensemble à masser, et à voir un peu la théorie, médecine chinoise, il y a certaines techniques de qigong que je vous transmets aussi, justement pour la préparation pour un massage et je trouve vraiment un petit peu comme le yoga, il y a pas de but de performance, c'est juste une présence à soi, quelque chose qu'on pratique, pour soi. En nature, c'est encore plus bénéfique parce que, juste être dehors, ça fait du bien. Vraiment, je vous encourage à peut-être tester un cours de qigong ou juste après avoir écouté cet épisode, vous mettre une vidéo de qigong sur YouTube. Alors je vous l'accorde, certains profs sont un peu, je sais pas, ça peut paraître trop bizarre comme pratique et voilà, faut vraiment accrocher et passer au-delà de peut-être l'apparence du professeur où des fois on a l'impression qu'ils sont un peu déguisés ou alors ils vont avoir une diction particulière, un style un peu voilà, mais comme les profs de yoga il y a 20 ans, j'ai envie de vous dire. Donc je pense que c'est une pratique qui mérite d'être plus connue en France, d'être, encore plus transmise et vraiment je vous invite à le découvrir parce que ça va au-delà d'une gym douce, si vous voulez. C'est vraiment c'est une des portes de la médecine chinoise, c'est un des chemins pour faire circuler le qi dans son corps et ça a tout autant, sa place dans la médecine chinoise que l'acupuncture, la phytothérapie, le tuina ou la diététique. Vraiment, c'est un des piliers quoi, à part entière. Donc je vous recommande, allez au-delà des apparences, au-delà de vous dire, c'est une méditation dansée. C'est tellement puissant et si c'est bien guidé et que vous le faites bien, ça demande un peu de régularité, c'est comme le yoga, mais sincèrement, vous allez kiffer, je pense. Et envoyez-moi un message quand vous avez testé votre premier cours de qigong parce que c'est trop cool. Et même là, de vous en parler, ça me donne grave envie de mettre une vidéo juste après pour faire un peu de qigong et il y a moyen que je le fasse. Donc
let's go. Je me suis trop chauffée toute seule, mais vraiment, si vous avez l'occasion et que vous êtes déjà un peu dans ce style de pratique, de méditation, de yoga, même un yoga très dynamique, il y a des séquences de Qigong, souvent c'est des animaux, enfin vraiment, ça va trop vous parler et même si vous n'êtes pas curieux, j'espère que cette partie-là de l'épisode aura un peu attiser votre curiosité. Écoutez, on va clôturer cet épisode là-dessus. J'ai essayé avec mon regard, bien sûr, si je vous fais un petit disclaimer pour finir cet épisode, encore une fois, c'est ma vérité, mon regard sur ces 5 piliers de la médecine chinoise, ces 5 chemins, ces 5 portes. Vous prenez, vous piochez ce que vous voulez, si vous voulez m'envoyer un message parce que vous voulez débattre sur un point, quelque chose que j'ai pu dire, etc. Let's go. C'est aussi mon regard là en juin 2025, après 10 ans de pratique de médecine chinoise. Il y a des choses, comme je vous disais, qui vont sûrement évoluer dans ma pratique. Peut-être qu'il y a des choses que j'arrêterai de faire, des techniques vers lesquelles je vais revenir. Enfin, il y a tout un tas de choses. Pas sûr pour la phytothérapie, si vous avez bien écouté l'épisode. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de pouvoir en parler avec vous. Et je vous conseille vraiment de tester si le cœur vous en dit, si ça vous fait envie. Ce qui est important, et je pense que je ferai sûrement un épisode là-dessus, vous me direz. Mais faites-le avec des personnes en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui ne sort pas de son cadre, qui va pas vous donner des conseils, rien à voir. Enfin, un acupuncteur n'a pas à vous donner de conseils particuliers sur d'autres aspects de votre vie familiale, sentimentale, etc. Tant que ça reste dans le cadre et que vous sentez que vous êtes dans un espace sain, je sais que c'est délicat parce que c'est des pratiques où il peut vite y avoir des dérives, mais voilà, entourez-vous des bonnes personnes, testez, gardez un esprit critique et gardez du recul si besoin. Et voilà, je vais finir là-dessus. C'était un nouvel épisode sur la médecine chinoise, je suis trop contente, j'espère que je pourrai vous en faire d'autres, c'est juste que par moments je manquais un petit peu d'inspi. Mais encore une fois, la médecine chinoise, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est vraiment une manière de lire le corps, de lire les saisons, de lire les émotions, etc. Et c'est vraiment voilà, les 5 portes un petit peu que je voulais vous présenter, qui pourront sûrement vous aider à ramener un petit peu plus de soin dans votre vie. Et voilà, on se retrouve tout bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous!